Coucou les amis, c'est Eljo de la team Level Up Gun, je suis super content de vous revoir. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo qui sort un peu de l'ordinaire, puisqu'au final, oui, je suis à la maison, mais aujourd'hui, je ne suis pas seul, puisque je vous propose cette petit concept que vous avez déjà plus ou moins vu sur la chaîne, et que vous allez voir encore, c'est ces interviews que je fais du coup avec des personnes du Yu-Gi-Oh! Game, du monde en fait concrètement de ce jeu que l'on aime tant. Et aujourd'hui, je suis avec Pascal Saito, du coup, qui est qui est le judge guyanais concrètement, notre référence en fait en termes de judging en Guyane, celui que l'on réveille des fois à 2h du matin, celui qu'on appelle à pas d'heure. Avoue que t'as envie de nous bloquer des fois, dis la vérité. Non, ça va encore. Non, ça va encore. Tu Ok. sais, la passion prend le pas. La passion prend le pas, tant mieux, tant mieux. Ben, nous, ça nous arrange très très bien. Pascal, aujourd'hui, tu es là. Pourquoi? Pas pour parler à proprement dire du jeu en tant que joueur, mais pour donner un point de vue qui n'est, selon moi, pas souvent mis en avant, pas assez en tout cas. C'est celui d'un judge, d'un arbitre, puisque toi, aujourd'hui, Pascal, tu es arbitre au sein de la communauté Guyane et de manière générale, en fait, hein, tu es arbitre Yu-Gi-Oh! Depuis un certain temps. D'ailleurs, tu as fait en sorte que l'arbitrage prenne le pas même sur ton statut de joueur, à proprement dire. Pourquoi aujourd'hui tu t'intéresses autant à l'arbitrage, Pascal? Concrètement, Pascal, toi, aujourd'hui, tu connais un peu les rulings, tu connais les règles et tout, mais je pense que tu as surtout connu une époque où, dans Yu-Gi-Oh!, il n'y avait pas de règles, en fait. Comment est-ce que ça se passait à cette époque où, justement, on était à l'école, quoi? C'est ça, quand on était à l'école, au début, en tout cas, quand on a commencé, on jouait en suivant les règles de la série. Voilà. Et encore. Oui, et encore, ça c'était un peu bancal, mais c'est comme ça qu'on suivait les règles. Et ensuite, ce qui nous a donné un petit peu de cadre, ça a été le jeu vidéo. D'accord. Donc okay. Les premiers jeux vidéo Yu-Gi-Oh! Qui sont sortis, qui nous ont permis de nous recadrer. Déjà sur les cartes interdites et limitées, les différents formats. Jusqu'au début, on jouait juste avec les cartes qu'on obtenait en booster. Ouais. Des cartes anglaises ou japonaises à l'époque. Ou japonaises. C'est après qu'on a vu que les cartes japonaises étaient interdites. C'est après qu'on a vu également qu'il y avait une liste de cartes interdites et limitées. Ouais. C'était à force de chercher, à force de... Voilà. Mais comment ça se passait concrètement? Alors, avant qu'on ait... En fait, c'est plus Yu-Gi-Oh! Sans les règles officielles, comment est-ce que ça se passait concrètement? C'était comme dans la série, et ensuite, c'était celui qui parlait plus fort. Voilà. C'est incroyable quand même, quoi. C'est comme ça, c'est dans la série, alors... ouais, j'ai décidé, moi je me rappelle d'une carte, je sais pas si tu la connais cette carte, peut-être que vous la connaissez les gars, qui s'appelle Issue Terminal, et en fait, c'est une carte qui date de longtemps, et on la lisait très mal cette carte, et au final on avait estimé que l'effet c'était une espèce de force miroir qui renvoyait sur les points de vie de l'adversaire, quoi, tu vois. Et je peux te dire que cette carte c'était une commune, ça valait rien, tu vois, donc tout le monde en avait, et au final tous nos parties se réglaient sur cette règle complètement farfelue qu'on avait inventée, tirée de chapeau, parce qu'en fait la carte voulait pas du tout dire ça, quoi. Mais comme j'ai dit, quoi, il fallait parler fort, quoi. Bah oui, c'est ça, et puis on a eu le même problème avec les effets qui ciblaient aussi, tous les effets qui ciblaient, fissure cible, non, fissure ne cible pas, si, regarde, tu choisis... voilà, wow. Ça aussi, ça a été une grosse question de Discord qui a duré pendant des années jusqu'à ce que on trouve enfin des réponses sur les sites de rolling, parce que même au début sur les premiers émulateurs non officiels où en fait on devait réaliser toutes les actions, comme c'est le cas aujourd'hui sur certains émulateurs encore, où justement on disait non, c'est comme ça, ça se passe comme ça, parce que je l'ai décidé, voilà. Ouais, c'est ça. Et en fait, tu n'as rien à dire. Voilà, parce que c'est comme ça dans la série, parce que ça se passe comme ça dans le jeu vidéo. Dans le jeu vidéo, j'arrive à faire ça, donc c'est comme ça que ça fonctionne. Au début, en tout cas, c'était l'argument qu'on avançait. Donc, au début, ça fonctionnait, et puis un jour, on a commencé à tomber sur des sites de rolling. On a commencé à surfer sur internet. Ou se dire qu'il serait bien de regarder dans nos decks de structure ce petit livre de règles qui des fois nous apporte quand même quelques petits détails intéressants. Donc, quoi, effectivement, c'est vrai que en lisant déjà le livre de règles, ça nous permettait déjà de savoir ce qu'on ne pouvait pas faire. Au début en tout cas. Et après, en tombant sur les sites internet qui expliquaient un peu de rolling, même s'ils n'étaient pas officiels, mais ils se basaient quand même sur une première recherche sur certains sites et leurs sources. Donc
ça nous permettait d'avoir un début enfin une piste en tout cas sur comment expliquer les rollings, comment expliquer les mécaniques, puisque même en ayant lu le livret de règles, il y avait des mécaniques qui restaient obscures. On se demandait forcément les cartes terrain, pourquoi est-ce que ça agit comme les cartes continues, c'est-à-dire que si quand on l'active on détruit la carte, pourquoi est-ce que l'effet se résout mais sans se résoudre, etc. Okay. Toutes ces questions, on trouvait la réponse sur ces fameux sites quoi. Mais justement, officiels. Alors en fait toi ça fait combien de temps toi concrètement que tu joues en fait à Yu-Gi-Oh? Ça fait un certain temps déjà mine de rien. Oui, alors moi j'ai commencé en 2002 Ah oui, en effet, ça fait longtemps. Notre jeunesse. Voilà, 20 ans. Alors après moi j'ai vu la série. Ouais. J'ai vu c'est en voyant la série je suis tombé fan. Je me suis dit en fait à la base je jouais aux cartes Pokémon à l'époque. Oh, la vérité sur Pascal. Voilà, il jouait à Pokémon. Okay. En fait j'aimais bien les jeux de cartes à thème, donc j'ai testé un peu tout, Pokémon, Harry Potter, Digimon. Ah ça c'est le feu, d'ailleurs c'est revenu. Et en fait un jour je suis passé devant la télé chez des cousins à moi, et puis je suis tombé sur un épisode de Yu-Gi-Oh! Je me suis dit il faut absolument que je joue à ce jeu. Voilà, donc j'ai attendu que les cartes sortent. Elles sont sorties un an après en Guadeloupe. 2002-2003 à peu près, puisque la sortie officielle c'était 2001. Et en fait, elles sont sorties d'abord en japonais, et c'est un an après encore qu'on a eu les cartes en anglais. Ok. Voilà. Ouais, c'est plus ou moins comme ça en Guyane en fait aussi. Je pense que c'est plus ou moins sorti sur la même période. Voilà. Et je peux te dire qu'on en inventait des règles. C'est ça. On inventait les règles au début avec les cartes en japonais, puisqu'on appliquait les règles de la série. Ensuite, quand les cartes sont sorties en anglais, on avait le livret de règles. Donc, elles sont sorties en anglais et en français, donc on avait le livret de règles, on appliquait les règles du livret de règles, donc ça donnait déjà un petit cadrage. On a eu les jeux vidéo qui sont sortis, qui ont rajouté la liste des cartes interdites et limitées qu'on ne connaissait pas du tout. Nous on jouait en format... C'est clair, moi je connaissais pas du tout ça, n'importe quoi. Je me rappelle, on savait juste qu'il fallait pas avoir plus de 3 fois la même carte. 3 fois la même carte, mais quand le premier jeu sur Game Boy Advance est sorti, moi je me suis dit mais pourquoi est-ce que je peux pas mettre 3 exemplaires de Raigeki, 3 exemplaires des trous noirs. Je me dis mais d'où ça sort ce truc? Il y a un bug dans le jeu ou quoi? Voilà, il y a un bug. Non, il y avait vraiment des règles quoi. C'est ça. Ok. Et comment ça s'est passé? Alors parce que il y a plus ou moins certainement une transition qui s'est faite, j'imagine. C'est-à-dire que comment t'as vécu toi ce moment où tu passes d'un jeu Yu-Gi-Oh qui est un peu à la en veux-tu en voilà, à celui qui parle plus fort, à celui qui se dit il est plus malin pour essayer de faire croire à un effet, à te dire que voilà il y a des règles et il faut les respecter, même si tu connaissais peut-être pas toutes les règles. Même en connaissant pas vraiment toutes les règles, on se disait bien qu'à un moment il fallait quelque chose pour cadrer un peu le jeu. Et en fait que c'était bien d'avoir des règles qui étaient écrites quelque part. Donc je dirais que c'est venu tout naturellement en fait. Même avec l'ensemble des joueurs, tout le monde tombait d'accord sur le fait qu'il fallait quand même qu'il y ait un cadre. Donc on se basait d'abord sur le livret de règles. En plus, on se basait également sur les jeux vidéo qui sortaient, puisque ça nous donnait quand même bien que ce soit, comme c'était automatisé sur le fonctionnement, la manière de l'enchaînement, des phases, l'enchaînement, les effets, etc. On avait toutes ces informations, on les avait dans le jeu qui était automatisé. Des choses qui sont expliquées dans le livret de règles, mais qui ne sont pas forcément claires pour tous les publics. Ouais, c'est vrai que ça aidait pas mal au final. C'est vrai que ça aidait même pas mal. Même si on comprenait pas, mais voilà. Bon. Et donc du coup, c'est grâce à ça qu'on a eu plus ou moins un certain cadrage. Et puis même en arrivant à un certain niveau et en jouant sur internet face à d'autres joueurs, je tombais sur des joueurs qui me disaient non, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça. Et en fait moi j'avais horreur de ça. Voilà. C'est ça la raison, c'est ça la vraie raison de pourquoi tu es devenu judge. J'ai commencé en fait à la base je cherchais pas vraiment à être judge, je cherchais juste à ce qu'on arrête de me dire que je pouvais pas faire telle ou telle action. Donc à force en fait de me renseigner, de chercher un peu, de faire des recherches, j'ai fini par comprendre que je pouvais faire telle ou telle action, que je pouvais faire telle autre action. En même temps, alors cette période de recherche c'est arrivé pendant la période où il y avait le Télédad, où on exécutait les effets d'ignition à l'invocation, on les exécutait comme des effets rapides. Donc il y a eu une transition. Il y avait une notion de priorité aussi qui a fini par disparaître et tout, etc. Enfin, elle n'a pas disparu. C'est-à-dire que maintenant on l'utilise comme elle devrait être. Voilà, c'est ça. Et en fait,
comme moi j'avais commencé à faire des recherches à ce moment-là en fait, j'ai vécu cette transition où on a eu le fameux effet Prio et le fameux effet où en fait non, hein, c'est juste que ce sont des effets qui se déclenchent à l'invocation. C'est ça. Et en fait le joueur a la priorité pour exécuter tel ou tel effet. C'est en fait à cette époque qu'on a eu le fameux Fast Effect Timing Chart, donc le fameux diagramme qui répond à pas mal de nos questions sur est-ce que je peux faire, est-ce que je peux activer, est-ce que je ne peux pas activer. En fait, à partir de là, alors je l'utilisais pas tant que ça, mais ça nous a permis de mieux comprendre les effets. D'accord, ok. Donc, non, ça a apporté pas mal de choses en effet. Voilà, donc ce diagramme il est sorti à peu près quand ils ont édité le structure deck Monténébreux en fait. Ils venaient de faire l'errata des cartes. Donc c'est vrai qu'il y avait pas mal d'errata à ce moment-là. Il y a eu pas mal d'errata. On a eu en fait une période où ils ont fait des errata pour mieux expliquer les effets et au final on est arrivé à la nomenclature qu'on a aujourd'hui pour les effets, c'est-à-dire la condition d'activation, le coût d'activation et la résolution. Des choses qu'on n'avait pas forcément avant, ou en tout cas c'était mal expliqué ou mal écrit sur les cartes. Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Voilà. D'accord, ok. Donc, mais toi concrètement, alors on a un peu entendu la fameuse raison de c'est parce que tu n'aimais pas avoir moi tort, j'aimais pas qu'on te contredise, mais concrètement qu'est-ce qui t'a poussé, puisqu'au final les gens ne le savent pas, parce que du coup t'étais peut-être celui qu'on voyait plus sur la chaîne au niveau des membres de la team, mais en fait aujourd'hui tu as fait en sorte que l'arbitrage, le judging en fait prenne le pas un peu plus sur ta carrière de joueur. Pourquoi en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une volonté, enfin c'est une vocation, c'est quelque chose? En fait, déjà je me suis rendu compte que j'aimais bien, au final, à force de rechercher les règles, je me suis rendu compte que j'aimais bien chercher les règles, savoir, et expliquer le rolling pour que les joueurs jouent mieux, en fait. Et j'avais commencé pendant mon travail à lire quand j'étais en pause, à lire les articles sur le blog Konami en anglais. Et en fait j'ai trouvé ça passionnant de voir un peu comment tout ce qu'il y avait autour du jeu, en plus d'avoir les rapports sur les parties. En fait on avait les explications sur le rolling, etc. Pas mal de choses. Et il y avait parfois des photos des judges avec leur polo. Et là je me suis dit bingo, il y a quelque chose à faire là. Il y a quelque chose à faire. Ouais. Moi je veux le polo Judge Konami. Et en fait je me suis dit allez, je vais essayer de percer aussi dans cette voie. Donc dès que j'ai eu mon Konami ID, en fait j'avais eu à une époque, mais en fait comme je me connectais pas spécialement sur internet, j'avais pas fait plus de recherches que ça. Konami ID que j'avais perdu en fait. Ouais. Et on a tous perdu souvent nos Konami ID. Et en fait on m'en a créé un nouveau. Ouais. Quand je suis arrivé en Guyane. Et dès que je l'ai eu en fait, le soir même ou le lendemain, je suis allé chercher sur internet comment devenir judge. Alors justement, la grande question, parce que je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas souvent mis en avant, on n'en parle pas, mais en tout cas j'en vois pas beaucoup. On est plus souvent témoin de vidéos ou de choses en fait sur des critiques sur des judges, mais pas forcément sur les gars, vous critiquez les judges, comment faire, devenez judge vous-même. Comment est-ce que toi t'as fait pour être justement arbitre Yu-Gi-Oh? C'est ça. Alors donc dès que j'ai reçu mon Konami ID, je suis allé chercher en fait sur le site officiel de Konami. On a tous les éléments pour pouvoir devenir judge. Enfin en tout cas on les avait à l'époque. Ça a peut-être changé. J'ai vérifié il y a quelques jours. Voilà. Et en fait on a la documentation à lire. Donc il y a la documentation sur la politique de Konami et la documentation sur les pénalités. Et on a 2 tests à passer. Donc le premier test sur les rollings en fait. Qui est un test sur des situations, je dirais, de tous les jours, ou en tout cas qu'on rencontre en tournoi, des questions un petit peu techniques, pas trop, mais c'est assez simple. Et un deuxième test en fait sur la politique, donc le Policy Comprehension, où là il faut avoir potassé un peu la documentation officielle de Konami sur la politique de tournoi, sur les pénalités, etc. Et donc en fait sur ces 2 tests, seul le premier test, le test de rolling est nécessaire. En fait il faut réussir ce test là pour pouvoir devenir judge. On peut passer les 2 tests et on peut repasser les tests autant de fois qu'on veut, il n'y a aucun problème. D'accord, ok. T'es pas fiché sur si t'as loupé ton test une fois quoi, en fait. Voilà, c'est ça, on peut le repasser d'ailleurs. Donc moi j'ai passé le RC1 et le PC1. Alors le PC1 c'est celui qui m'a pris le plus de temps parce que celui-là j'y ai échoué plusieurs fois parce que les questions
sont vraiment techniques en fait. Quand tu dis technique en fait, tu sais ce que tu as. C'est-à-dire que on va te demander des trucs spécifiques que tu trouves dans la documentation Konami, c'est-à-dire par exemple la pénalité tardiness, quel niveau de pénalité on trouve sur cette pénalité. Est-ce que c'est minor, major? Quand tu dis tardiness, alors la pénalité retard de jeu, tardiness, c'est c'est ça le retard, c'est ça. Ok, C'est d'accord. tous les joueurs qui arrivent en retard. Voilà, Quand un joueur ne se c'est présente pointu pas quand même. Hein. en temps et en heure, voilà, tout ça c'est expliqué dans la documentation qu'on trouve sur le site officiel. Ok, donc concrètement, si tu veux être judge, il faut pas avoir la flemme de lire, faut Voilà. quand même être un peu patient, quoi, parce qu'il faut Voilà. potasser. C'est du boulot, mine de rien. C'est ça, pour être judge, il faut avoir un peu de patience, il faut comprendre assez rapidement et il faut aimer faire des recherches. Ouais, Des recherches. tu m'étonnes. Et surtout qu'en plus, nous, on a vécu quelque chose quand même en 2019, qui était notre allée, en fait, notre première apparition de la Guyane, à proprement dire, sur la scène nationale, qui était notre voyage au CDF en 2019, avant celui de 2022, là. Et en gros, on a découvert justement un monde du compétitif, un monde du ruling, un monde où, en fait, il y a des choses qu'on peut pas juste savoir, nous, en connaissant juste à peine nos cartes, quoi. C'est sûr. De toute façon, même au niveau de notre communauté, on n'a pas pu reproduire tous les cas de figure qu'on a rencontrés en tournoi au CDF. Et même les decks, comme en fait dans notre communauté, on joue beaucoup de decks rogue. Ouais. En arrivant en métropole. Quand on a fait le CDF, on est tombé surtout sur des decks top tier, les decks qui étaient joués à l'époque. C'est vrai qu'il y a des mécaniques, on se rend pas compte, quoi. Alors certains, pour la plupart, on connaissait une partie de ces mécaniques, donc on était plutôt à l'aise dessus. Ça nous a appris, ça nous a fait voir un autre côté du jeu qui était un peu moins local, un peu plus compétitif. On s'est rendu compte que les joueurs qui faisaient beaucoup de compétitifs étaient bien plus rigoureux que nous. Ouais, ça, voilà. c'est clair. Même en ayant déjà un certain rolling, et c'est là où j'ai appris justement que le niveau des joueurs compétitifs, même si on arrivait quand certains venaient nous affronter et qu'on arrivait à les battre, on se disait finalement compétitif on a peut-être des chances, etc. Mais en fait là où on a vu la grosse différence, c'est que les joueurs qui font du compétitif, ils arrivent à jouer bien pendant plus de rounds que nous. Oui, ils sont rigoureux et en fait ils connaissent leurs effets quasiment par cœur. Ouais. Ils connaissent des situations que moi j'explique encore aujourd'hui dans la communauté en ligne. Des joueurs compétitifs, ils les connaissent, très bien ces situations. Ok, voilà. Ok, ouais. Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire, parce qu'en fait c'est une réalité qu'on a aujourd'hui, où en gros Yu-Gi-Oh c'est pas qu'un jeu de chance, bien au contraire. Non. C'est un jeu très très basé sur de la réflexion, sur de la connaissance, sur la connaissance des game states, sur la connaissance des rulings, des interactions entre les cartes, et surtout des fois on n'a pas forcément des interactions précises, mais on a des choses qui vont ressembler et qui vont nous servir en fait d'exemple pour expliquer certaines situations. Oui, tout à fait. Ouais, c'est d'ailleurs sur ça qu'on se base pour répondre à certaines questions. C'est-à-dire qu'on se base sur des mécaniques existantes quand elles existent. On se base sur des mécaniques existantes pour des cas similaires. Okay. Quand un cas est similaire, dans la mécanique, on applique, c'est ce qu'on applique en fait, on applique le rolling de ce cas. Ok. Voilà. Et toi du coup, alors tu as passé ton PC1, ton RC1, ton PC1. Oui. Alors, comment ça a commencé du coup ta carrière de judge en fait concrètement? Alors, j'ai pas envie de dire qu'on est loin de Nadir ou de Johan, tu vois. En gros, c'est un monde que tu es encore en train d'apprendre, mais tu as déjà fait un petit bout de chemin, mine de rien. Oui, alors. Déjà, comment ça s'est passé juste après les tests, quoi? Déjà, juste après les tests, j'ai juste reçu un mail en fait qui me souhaitait la bienvenue et qui m'a invité à m'inscrire sur le forum des judges. À l'époque, c'était un forum qui était sur internet. Ouais. En fait, moi, j'ai commencé plus ou moins pendant la transition. Puisqu'en fait, un an après, ce forum a été fermé parce qu'ils étaient justement en train de mettre en place un nouveau système. D'accord. Qui est le fameux Discord des judges francophones. Ouais. Donc, grâce au mail que tu m'as transmis avec oui, c'est vrai que le tu m'as rappelé, formulaire. j'avais complètement oublié. Ouais, avec le formulaire pour s'inscrire. Donc, dès que tu m'as fourni le formulaire, moi je l'ai rempli tout de suite. Je me suis dit, ça c'est une aubaine. Il faut absolument il faut y aller, quoi. Ouais. Que j'y aille si je veux avoir une chance de pouvoir échanger avec des judges. Donc c'est arrivé en plus juste après le CDF, plus ou moins un an après. Ouais. Le CDF, j'ai reçu, tu m'as transmis le formulaire. Et en fait, j'avais déjà rencontré des juges au CDF. Donc moi au début, j'avais aucune expérience. On nous disait de faire judge dans des tournois, sauf que étant le seul judge officiel en Guyane,
j'ai juste servi pour, j'ai juste fait comme je le sentais, donc en essayant d'appliquer la politique de tournoi que j'avais lue. Mais j'avais pas l'expérience des tournois, donc en allant au CDF, ce qui a été bénéfique, c'est que déjà j'ai pris le contact de certains juges. Du coup après je les recontactais sur Facebook pour leur poser des questions sur comment ça se passait, sur comment est-ce qu'on répondait à ce en ligne, parce que je trouvais pas l'information sur internet. Et en fait après quand j'ai rejoint le Discord des judges, du coup ça m'a vraiment permis de m'épanouir, et ça m'a vraiment permis de me lancer dans une carrière vraiment. Donc déjà en termes de formation, puisque sur le Discord l'information est mutualisée, on a plusieurs judges, certains qui ont plus d'expérience que d'autres, donc on profite de cette expérience, que ce soit sur les rolling, que ce soit sur la façon de raisonner sur les rolling, que ce soit sur l'accès à d'autres informations, puisque c'est sur ce Discord que on m'a donné accès à d'autres sites, ou au Facebook, qui est tenu par une employée Konami, qui sert aussi à mutualiser les informations. D'accord, en fait. Et ça permet aussi de répondre aux appels à candidature pour les événements. Parce qu'avant, alors ce qui se passe, c'est que pour les appels à candidature, ça se passe de deux façons. Soit en étant juge, on reçoit par mail les appels à candidature. J'en ai reçu pour l'Amérique latine d'ailleurs, pour Brésil, Panama, etc. Enfin tout ça. Et sinon, on a aussi les appels à candidature qui sont passés directement sur le Discord des judges. Et là, on peut s'inscrire directement en disant voilà, moi je suis intéressé. On pose la candidature, donc on a un formulaire à remplir. Après, bien sûr, ce n'est pas tout le monde qui est pris, mais voilà, généralement, ils s'arrangent pour que pour que les juges qui ont le moins d'expérience puissent partir. C'est-à-dire que on va peut-être partir sur un premier tournoi, on va pas être pris sur le deuxième, mais sur le troisième, on peut être pris. Enfin voilà. D'accord. Et comme ça permet de forger l'expérience de tout le monde. Sachant qu'en fait, mine de rien, quand tu es judge, tu n'es pas juste judge, tu as aussi des niveaux de judging en fait, d'arbitre entre guillemets, qui te permettent du coup d'être reconnu comme un arbitre officiel sur des events qui sont de plus ou moins haut niveau, c'est ça ? Oui, alors déjà il y a une hiérarchie parmi les juges. Alors quand on est tout seul sur un événement, on est le seul juge, il n'y a pas vraiment. On est le seul patron, le seul patron. Mais quand on est sur plusieurs événements, en fonction de l'ampleur de l'événement, forcément, on va avoir plus ou moins de juges, il va y avoir une hiérarchie un peu plus élaborée. C'est-à-dire que sur des gros tournois, on va avoir un head judge, on peut en avoir plusieurs, on va avoir des lead judges, qui sont plus ou moins, c'est le sous-chef, on va dire. Voilà. Et ensuite, on a les floor judges, c'est le juge des bases. Voilà. Alors après, il y a d'autres personnes, il y a les scorekeepers, il y a tout le. Oui, voilà, c'est toute une équipe, même quoi. Parmi les équipes de juges, il y a encore, même parmi les lead judges, on va avoir des assistants, on va avoir. D'accord. Voilà. En fonction de l'ampleur du tournoi, on peut les équipes vont être découpées d'une certaine façon pour faciliter l'organisation. C'est une vraie entreprise de judging là, qui sont sur ce genre d'événement. Oui, parce qu'en fait, toi, en tant que judge, concrètement, toi, tu as pu, au-delà des locaux, développer vraiment. Quand j'entends carrière, en fait, c'est la manière dont tu as pu exercer ton rôle de judge, en fait, j'allais dire ton métier, c'est presque ça en fait, en vrai, hein. ton rôle de judge, puisque comment ça s'est passé pour toi justement ? Tu as fait des locaux, tu as fait différents événements. C'est ça, j'avais commencé sans expérience à arbitrer nos tournois locaux en Guyane, en tant que juge officiel, notre premier tournoi régional. Ça a été déjà une première expérience pour voir un peu comment ça se passait. C'est vrai. Ça remonte déjà. Oui, ça remonte. Et donc ensuite, j'ai pu prendre l'expérience, profiter de l'expérience du CDF en voyant comment est-ce que les juges faisaient. Et là où j'ai vraiment été le plus formé, ça a été pendant la période sanitaire, puisque pendant la crise, Konami a mis en place les remote duels, donc c'était des duels par caméra interposée. Et en fait, ils ont commencé à organiser des tournois officiels autour de ça. Donc forcément, ça a rajouté, comme forcément le style de jeu et la façon de jouer changeait un petit peu. Le format était légèrement différent. Donc ça a rajouté une couche supplémentaire pour le judging. Mais ce qui est bien, c'est que ça m'a permis de participer en tant que juge à des événements qui ne se passaient pas sur le même secteur géographique que le mien.
où on parlait pas nécessairement la même langue, puisque j'ai fait des remote duel extravaganza, tout comme j'ai fait des YCS. Excusez-moi, YCS, monsieur, pardon. Non, c'est bien. Voilà, qui était fait. Alors, je crois que c'est une boutique qui est en Angleterre. Et en fait, ce qui est bien, ça me permet de développer l'expérience, parce que là, on profite un maximum de l'expérience. Ouais. On voit comment est-ce que les juges se sont organisés pour préparer les documents, recevoir les decklists, contrôler les decklists qui sont au format PDF ou qui sont des images. Comment est-ce qu'on a organisé les deck checks en remote duel. Moi j'ai connu les deck checks, je savais pas comment ça se passait. Je ne faisais pas d'ailleurs sur les tournois locaux. On fait que depuis très peu de temps d'ailleurs. Et c'est en faisant des remote duels que j'ai vu comment est-ce qu'on faisait. J'ai pris plus ou moins l'expérience quand j'ai fait mes premiers deck checks. Et j'ai vu comment ça se passait, j'ai profité de l'expérience des autres juges, d'ailleurs que je salue et que je remercie. Ouais. Voilà les gars, votre poussin qui grandit. C'est ça. Et du coup ça m'a servi sur les derniers tournois régionaux qu'on a organisés en Guyane. J'ai appliqué en fait ce que j'ai appris pendant les remote duels, et ça nous a permis d'avoir plus de rigueur, même sur l'organisation, pas seulement sur le déroulement du tournoi, mais rien que sur l'organisation. Donc la veille je préparais déjà le fichier avec la liste des participants, c'est vrai. les liens vers les decklists, etc. qu'on avait déjà reçus. Ça me permettait de voir qui avait été contrôlé, comment, quand, à quel round il avait été contrôlé. Ça permettait d'avoir un suivi, en plus du suivi qu'on avait sur le logiciel KTS qui permet d'organiser les tournois, logiciel officiel de la boutique. Mais derrière, il y a toute l'organisation autour, et en fait les remote duels ça m'a été très profitable. Et puis j'ai même pu voir la façon de faire, donc c'est-à-dire il y a une méthodologie sur comment est-ce qu'on arrive sur une table. Donc, en remote duel j'ai pu voir comment est-ce que faisaient les lead judge et les head judge quand il y avait un appel, quand l'appel d'une décision d'un judge était effectué, en fait le head judge il arrive sur la table, il pose des questions à chaque personne, il demande quand même au judge quelle a été sa décision. Ensuite il fait son enquête, voilà. On a toute une méthodologie, donc on apprend au fur et à mesure, et c'est à force en fait. Et en voyant comment est-ce que les autres juges font, ça a été très profitable. En vrai, comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui tu es plus judge que joueur. Oui, vrai. Ça c'est une réalité pour nous. En tout cas, niveau résultat, je suis plus efficace en judge qu'en joueur pour l'instant. Ouais, en même temps, tu peux pas faire les deux, je pense. Voilà. C'est un choix. C'est ça. Mais du coup, alors, pourquoi en fait, pour toi, pas pourquoi, mais pour toi plutôt, avoir justement un judge comme toi, tu vois, ou que ça aurait pu être quelqu'un d'autre d'ailleurs, parce qu'on a d'autres judges qui. Oui, c'est ça. Salut Todd d'ailleurs. Big up Todd. La relève. Exactement, qui de plus en plus justement veulent s'investir là-dessus. Pour toi, ça apporte quoi en fait justement d'avoir ce côté réglementaire qui est assuré par une seule personne, par une personne? En fait, ce qui est bien déjà, ça apporte un cadre sur les tournois. Ça donne une personne qui permet de trancher en cas de désaccord sur plusieurs joueurs. Et ce que j'ai constaté, et qui est très bien d'ailleurs, c'est que ça améliore grandement le niveau des joueurs. Parce que si un joueur qui sait où et quand il peut activer ses cartes et à quel timing, il va jouer forcément mieux qu'un joueur qui active ses effets au hasard, je dirais. C'est vrai. Et en fait, ça on a pu le constater sur notre communauté, qui a pris un gros niveau. Un gros level up pour le coup, vraiment. Voilà, vraiment un gros niveau dès qu'on a eu des joueurs qui se sont vraiment intéressés au rolling, qui ont commencé à écouter ce qu'on leur disait, les conseils qu'on leur donnait, et du coup ça a donné le super résultat de la team Pharaon. Exactement, les gars qu'on salue, qui ont fait, qui sont partis et qu'on félicite. Ouais, exactement, qu'on félicite, qui sont partis à 6-3, on fait jour 2, dont 2 je sais plus si Nico a fait aussi. Et en tout cas, ils ont terminé dans les 128. Dont un qui termine qui termine 66e matin, qu'on salue bien sûr. Voilà. Donc bravo les gars, belle performance. Des très bons joueurs et prometteurs en fait pour j'ai investi sur vous. C'est clair. Parce que vous savez pas comment on dérange Pascal, les gars. Des fois on l'appelle à pas d'heure du soir, des fois du matin. Enfin voilà quoi. Son téléphone n'est jamais en mode silencieux pour nous, je pense. Mais voilà, ok, du coup c'est quand même pas mal en fait de réfléchir à ça comme ça, parce qu'en fait on se dit qu'au final plus l'arbitre va être compétent, plus la communauté va l'être aussi, et ça c'est vraiment c'est l'objectif. C'est l'objectif. L'intérêt c'est que j'essaye d'être assez rigoureux, en tout cas je fais suffisamment de recherche et de remise en question pour que derrière la communauté suive plus ou moins cet exemple là, et que ils aient envie aussi de connaître, de savoir, de comprendre les mécaniques, justement
pour être moins surpris quand ils vont en tournoi et pour savoir comment ça se passe, quoi. Voilà. Si toi tu voulais, voilà, là je vais te donner un peu ta minute présidentielle entre guillemets, qu'est-ce que tu voudrais dire peut-être aux personnes qui ou ne connaissent pas, ok, ne savent pas qu'il y a concrètement cette possibilité-là, ou simplement hésitent peut-être en fait à le faire. Tu voudrais peut-être dire un truc à ce niveau, un ressenti peut-être global ou un conseil peut-être. C'est ta minute de parlotte. Ah oui, ça c'est le discours patriotique. Mais exactement. Être judge, c'est surtout profiter de... comment dirais-je c'est ce qui est vraiment gratifiant pour un juge, c'est quand on voit l'évolution des joueurs à qui on a donné des conseils et à qui on a expliqué les règles et autres. C'est ce qui est vraiment, enfin, c'est le vrai retour sur investissement. C'est de voir que les joueurs qui sont arrivés, par exemple, des nouveaux joueurs qui sont arrivés, qui connaissaient quasiment rien sur Yu-Gi-Oh, de voir leur progression. Et en fait de voir que on a participé à cette progression parce que ils font pas d'erreur quand ils jouent, ils sont rigoureux sur certains effets, ils posent les bonnes questions et des questions intelligentes et ils appellent le juge quand il y a un réel désaccord et pas juste pour obtenir un avantage. Enfin voilà, ça c'est quelque chose de gratifiant et aussi avoir déjà cette connaissance et pouvoir la diffuser auprès des joueurs et être reconnu en fait comme plus ou moins une certaine autorité en matière de rolling. C'est vraiment quelque chose de... Et toi, quelque chose de gratifiant. Et qu'est-ce que tu dirais, tu vois, je sais pas moi, j'en sais rien, Pierre, Paul, Jacques qui demain veut être judge et tout, qu'il hésite, il se dit vas-y, je sais pas si je le fais, toi tu lui dis fonce. Je vais lui dire ah oui, fonce. Déjà de 1, ça va améliorer son niveau, mais drastiquement, le fait de s'y connaître un peu mieux en rolling. Ensuite, derrière, il va rencontrer la communauté des judges francophones, qu'on salue également, qui est super, ils sont super sympas. Derrière, il y a une communauté, en plus d'avoir la communauté des joueurs, mais il y a la communauté des juges qu'on voit pas forcément, ils sont un peu dans l'ombre. C'est vrai. Et puis, il pourra avoir un polo. Ok. Voilà. Ah là là. Faut le mériter, le polo. C'est vrai qu'il faut le mériter. C'est vrai qu'on tape trop souvent, trop facilement d'ailleurs sur l'aspect organisationnel, sur l'aspect des judges au final, parce que c'est eux qui prennent les décisions fâcheuses en fait. Oui, voilà, c'est-à-dire que forcément on est là pour trancher sur une décision, alors ce sera pas forcément en la faveur de nos amis. C'est de toutes les façons, le plus difficile, c'est la prise de décision. Ouais, c'est vrai. Quand on faut avoir les nerfs solides en fait. Faut avoir les nerfs solides. Il faut surtout se dire que voilà, là on est en tant que juge, on n'est pas là en tant que pote, donc forcément. Notre décision ne va pas nécessairement aller dans le sens des personnes qu'on connaît, ou avec qui on blague tous les jours. On n'est pas là pour se faire des amis. En fait, on peut se faire des amis, il n'y a pas de souci. Mais tout en restant dans les règles. Voilà, tout en restant dans les règles. C'est ça. Ouais, donc l'objectif c'est ça. Et en fait, c'est là où c'est difficile, je dirais. Alors, sur des événements où on est face à des joueurs qu'on connaît pas, la décision peut être beaucoup plus facile puisque forcément il n'y a pas nécessairement d'historique. Après, quand on est juge et joueur et que forcément on tombe sur des amis ou des gens qu'on a l'habitude d'affronter, c'est plus compliqué. Voilà, en fait, ce qui est plus compliqué, c'est surtout au niveau des joueurs, l'acceptation de la décision. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'être reconnu en tant qu'autorité. Pour vous dire la réalité, il me dit ça en souriant parce qu'il sait de quoi il parle. Moi, je me suis déjà pris la tête avec lui sur du ruling. Plein de fois. On a le droit, mais de toute façon, on a le droit de se prendre la tête puisque bien sûr. Dans tous les cas, un juge reste humain. Oui, donc, exactement. C'est important à dire ça. L'erreur est humaine, il peut se tromper. Surtout que la plupart du temps, on applique des situations en fait qui ont on applique des situations, donc on peut se tromper sur une décision ou pareil, la décision peut être invalidée puisque dans le cas où on est dans une hiérarchie juge et judge. Si un joueur on lui donne une décision en se disant voilà, moi c'est la décision à laquelle je pense, il fait appel parce qu'il n'est pas d'accord, il donne ses arguments, je donne mes arguments, l'autre joueur aussi peut donner ses arguments et le judge il prend sa décision. Ça peut aller dans mon sens, ça peut aller dans le sens des surtout joueurs. Que Yu-Gi-Oh est un jeu qui évolue beaucoup dans ses game states, énormément, Exactement. très très rapidement d'ailleurs. Donc, maintenant en comparaison avec avant.
Et donc voilà. Ok. Voilà. En tout cas, faut pas se fâcher en ayant. Non, faut pas se fâcher. Faut pas se fâcher que ce soit la décision du juge, du head judge ou qu'une décision soit invalidée ou autre. Bah, ça fait partie du jeu. C'est-à-dire que nous, on est là pour donner une décision. On peut se tromper effectivement, donc on fait le maximum pour éviter de se tromper. On est assez rigoureux pour ça. C'est pour ça qu'on mutualise nos informations sur le Discord, sur le Discord du judge, et puis on cherche pas mal d'informations. Mais derrière, voilà, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a donné une pénalité à un joueur qu'on l'aime pas. Ouais. C'est parce que s'il a enfreint des règles et que le meilleur moyen pour qu'il retienne la leçon, c'est de lui mettre une pénalité. Ça, j'ai pu en faire l'expérience. Au début, j'étais réticent à donner des pénalités. Ouais, mais non, on en prend. Maintenant, on en prend. Veux-tu en voilà. Voilà, maintenant, j'ai compris, en tout cas, en participant sur des remote duels, j'ai compris qu'en fait, l'information, elle rentre surtout quand elle vient avec une pénalité. Le coup de bâton, c'est beaucoup plus, voilà. C'est beaucoup plus Tiens, marquant. prends ton warning. Voilà, maintenant, je t'explique pourquoi est-ce que tu l'as. Exactement. Écoute, merci Pascal d'avoir répondu à mes questions, d'avoir parlé un peu de ce sujet qui est pas encore assez médiatisé, je trouve, au niveau de notre communauté Yu-Gi-Oh! Ouais. Et Pascal, avant de finir cette vidéo, bien sûr, je pense que tu t'en doutes de pourquoi je t'ai invité, peut-être non, peut-être que tu t'en doutes pas. J'ai peut-être quelques échos. Peut-être quelques échos. Ah ouais, non, on a vendu. On nous a vendu. Je ne dirai rien. Non, tout ce que je dirai. Ok, écoute, on va pas se faire attendre. Regarde, ils sont juste là, les deux polos magnifiques que on t'a enfin envoyé, remis. Il a fallu qu'on aille au CDF. Merci d'ailleurs à l'équipe d'Abiscorp qui s'est montré très compréhensive à ce niveau-là pour te filer tes polos. Alors pas tes polos, c'est des t-shirts parce que c'est des tout nouveaux maillots qu'ils ont fait cette année pour le CDF. Ils en ont fait 2. Il y avait donc les maillots pour les team lead et les judges de floor. Donc c'est celui-là. Je te laisse l'ouvrir et le découvrir. Super. Les magnifiques maillots de judge. Du coup, tu voyez les gars, à la caméra. c'est pour ça qu'on devient judge. Pour le maillot. C'est pour ça. Pour le maillot. Donc ça, si je me rappelle bien, je crois que c'est même pas pour les team lead, je crois que c'est pour les floor judge. Les floor judge, si je me rappelle bien. Et tu as celui des team lead. Et du coup, attention, des head judge. À ne porter que quand on est judge. Oui, à ne porter que quand on est judge, en effet. Et du coup, ceux des team lead et des head judge, c'est celui-là qui, je trouve, est incroyable. En rouge et noir. Mais oui, c'est magnifique. Trop beau. Ah oui. Ah non, il est incroyable, moi, je trouve. Super. Il est trop beau. Ah bah merci Konami. Donc voilà, te voilà enfin baptisé. Merci en fait, Joe. Avec tes maillots qu'on a demandé depuis très longtemps et au final qu'on a eu. Donc voilà, tu es officiellement, plus qu'officiellement marqué au fer rouge avec les maillots. Du coup, je le porterai fièrement. Ça, je pense que personne ne pourra dire le contraire. En tant que judge au prochain arbitrage. Au prochain arbitrage, d'ailleurs, avec le Notation Championship qui nous arrive dans très peu de temps. Ouais, merci du coup à l'équipe d'Abiscorp qui a bien compris en fait que justement on est dans une dynamique de formation, justement de ta formation à toi, mais aussi d'autres arbitres. Oui, voilà. Qui nous ont permis justement d'avoir d'autres maillots pour les futurs arbitres. Oui. Mais par contre, le maillot rouge, c'est le tien. Voilà, parce que c'est que des maillots blancs qu'on a pour les autres. En tout cas, voilà. Sauf si on en a eu d'autres, mais à ma connaissance, non, tu vois. Mais voilà, donc en gros, l'avantage, c'est qu'en Guyane, on a une communauté qui est jeune, qui est naissante, à proprement dire aussi, qui se développe encore plus. Et on a des gens qui de plus en plus s'intéressent pour l'arbitrage. Donc, Abiscorp a beaucoup compris ça. Et en fait, nous a du coup permis d'avoir ces maillots en certaines quantités pour justement valoriser ces prochains judges, et ça c'est vraiment cool. Tu es le premier du coup à recevoir les tiens, puisque c'était important que ce soit toi qui les reçoive, parce que c'est toi qui nous mène au warning depuis un certain temps déjà. Voilà, en tout cas merci à toi Pascal, merci d'avoir répondu à nos questions, merci pour ton engagement pour la communauté et pour toutes ces personnes que tu as pu à qui tu as pu mettre des warnings durant tes différents événements. Merci à toi. Et je te laisse peut-être dire un mot de fin si tu veux. Ah bah déjà, je salue toutes les communautés avec lesquelles j'ai fait mes débuts. On va commencer par la communauté de Guadeloupe. Salut les gars. Ça y est. Voilà. Bientôt, j'arrive pour vous aussi en tant que judge. Coup de bâton. Voilà. Donc la communauté de Guyane, forcément. La famille. Parce que voilà, la famille, c'est là où j'ai fait mes armes, on va dire ça, en tant que judge.
Voilà, le Discord, enfin toute l'équipe des judges francophones, l'équipe d'Abyss Corp, Konami également, hein, que j'avais eu, l'occasion de découvrir en allant en 2019 au CDF. Exactement. Puis voilà. Après, je salue aussi toutes les communautés d'outre-mer qui sont éloignées. Et qui joue à Yu-Gi-Oh! Voilà, et qui jouent à Yu-Gi-Oh! Vous voyez, hein, c'est possible, hein, on peut avancer, on peut évoluer en tout cas. C'est vrai. Au sein de Konami. Voilà. C'est clair, on est parti de rien chez nous, on gagne vraiment de rien. Vraiment de rien. Juste une bonne de 4 ou 5 potes qui jouent à Yu-Gi-Oh! De temps en temps chez eux. Bon, on a aussi une boutique quand même on a qui a eu des boutique, accès. qui nous a permis d'avoir accès à ce jeu qu'on salue d'ailleurs. Et voilà. Game Cash aujourd'hui qui a repris le flambeau. Exactement. Via Rodolphe Dersion, le capitaine de la Team Pharaoh qu'on salue également. Bien big sûr. up Guyageux, big up Game Cash. Exactement. Voilà. Et big up à tous les gars. Merci à tous de nous avoir permis d'en arriver là. Et je vous dis à bientôt, Pascal. On se dit à bientôt de toute manière sur un tournoi pour des prochaines décisions. Et les gars, je vous dis à bientôt à vous tous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mettre un pouce, commentez les gars. N'hésitez pas à partager vos anecdotes de judge. N'hésitez pas à même poser des questions à Pascal. Il aura bien sûr accès de manière à ses commentaires. Et je vous dis à bientôt. Portez-vous bien et kiffez vos tournois. Et surtout, n'hésitez pas. Devenez peut-être judge. C'est peut-être important pour votre boutique. Ouais, je vous veux dans mon équipe. Exactement. Ciao.